On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. C'est un exploit incroyable. Il est une vedette mondiale dans le monde de la lutte, qu'on connaît peu quand même. Il est de Saint-Jean-sur-Richelieu, il a 51 ans. Il vient de réaliser son rêve, celui de devenir le champion du monde de la ligue qu'on appelle la Ring of Honor. Avec nous, Pierre-Carl Ouellette. C'est une véritable consécration que vit ces jours-ci le Joannais Pierre-Carl Ouellette. PCO, un lutteur qui vient de remporter les grands honneurs du Ring of Honor. Il a 51 ans, il est champion du monde et il est avec nous. Bonsoir et bienvenue, félicitations. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être en studio avec toi. C'est un rêve en quelque part, là, ce qui se passe. Oh, absolument, depuis l'âge de 14 ans, c'est un désir brûlant et ardent que j'ai toujours senti dans mon cœur, que ce soit le cœur, le subconscient, appelé comme tu veux l'appeler, mais j'ai toujours senti ça à l'intérieur de moi qu'il fallait que j'accomplisse ça. C'est bizarre parce qu'il y a tellement de personnes qui me disent je sais pas ce que je veux faire plus tard, ou je sais pas ce que j'aime, ou je sais pas dans quoi je vais m'en aller. Mais moi, j'ai su ça jeune, très jeune. Est-ce qu'on mesure l'ampleur de ce que tu as gagné? Je m'explique. Évidemment, ici, c'est une émission d'affaires publiques où on parle de sujets politiques, économiques, communautaires, humains aussi. Et évidemment, très souvent, tu es invité par nos amis de l'émission de sport. Or, j'ai l'impression que ce que tu as vécu ces derniers jours, ça sort des limites du sport. C'est-à-dire que c'est un accomplissement qui va au-delà des frontières du monde du sport ou du divertissement. C'est gros, là, ce qui est arrivé, là. Oui, puis en même temps, c'est extrêmement gros. C'est d'envergure mondiale. Ça prend des proportions démesurées à la télévision, sur les réseaux sociaux, partout. Puis en même temps, je te dirais que c'est comme PCO devient une entreprise aussi. C'est une question de marketing. C'est tout ce qui va avec le personnage de French Canadian Frankenstein. C'est tout ce qui suit ça. Ça devient vraiment... j'ai un agent qui est constamment en contact avec moi de Los Angeles, qui travaille pour la Ring of Honor, mais qui spécifiquement travaille avec PCO. Qu'on a plusieurs projets, des émissions de radio en Angleterre, en France, aux États-Unis, dans tous les États des États-Unis. Bon, faisons un peu de pédagogie, parce que moi, je ne connais pas beaucoup la lutte, si ce n'est que les expressions WWF, WWE. Qui est la même chose. Qui est la même affaire. Là, on parle de ROH, qui est Ring of Honor. Bref, essaie de nous démêler un peu dans les différentes ligues ou calibres qui existent dans la lutte dans le monde ou nord-américain. Bien, tu as trois ligues majeures. Puis dans le fond, tu en avais vraiment deux ligues majeures. Tu as la WWE, qui chapeaute eux autres même NXT, qui est un de leurs produits dérivés, SmackDown et Raw. Ce sont dans trois genres de marchés, mais c'est WWE pareil. Tu as la WWE. Ensuite, tu as la Ring of Honor qui est chapeautée par Sinclair Broadcast Group. Ça, déjà là, à l'origine, eux, ils ont 217 postes de télévision syndiqués. On a à Vegas, on a à Seattle, Washington. On a partout aux États-Unis. Je pense que Los Angeles, qu'on ne touche pas encore, mais je te dirais que la majorité des États sont touchés par nos stations de télévision. Et en plus, on a des accords qui ont été passés avec Fight Network qui joue à grandeur du Canada. On a RDS aussi qui joue nos shows. Puis on a des ententes avec le Japon, qui est la New Japan Pro Wrestling, qui est très, très, très fort régionalement au Japon. On fait des échanges avec eux. Ça fait qu'on a rempli le Madison Square Garden à New York, salle comble au mois d'avril 2019, 21 000 spectateurs. Et c'est quoi la différence en 20 minutes. Et c'est quoi la différence entre la WWE et Ring of Honor? La différence, il y a été un moment donné, je te dirais que
Ring of Honor, ils ont 17 ans d'existence. Vince McMahon Jr., qui est le propriétaire actuel, mais c'est rendu public, là, mais c'est lui, le président, pareil, qui domine ça. Il a acheté de son père, qui avait acheté de son père avant. C'est 3 générations de McMahon. Donc, nous, quand on est allé au Madison Square Garden au mois d'avril, on était la première fédération à pouvoir mettre les pieds parce qu'il y avait un statu quo McMahon qui était sur le Madison Square Garden, qui est leur cour arrière. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à un moment donné, tu avais 3 fédérations majeures. La National Wrestling Alliance, qui était plus à Atlanta, dans le sud. Puis tu avais la American Wrestling Association, qui était plus basée à Minneapolis, au Minnesota. Puis la famille McMahon, c'était plus le nord-est, New York. Là, ils ont commencé à un moment donné à faire des interfédérations. Mais à un moment donné, le plus jeune des McMahon, qui est Vince Jr., a eu une vision et a commencé à prendre les meilleurs de tous des meilleures fédérations. Puis et là, il y a combien de lutteurs dans la Ring of Honor? On a à peu près une centaine. Une centaine? D'un peu partout au Canada et États-Unis, principalement? On a de l'Afrique du Sud, on a d'Hawaï, on a des États-Unis, et qu'est-ce qui fait qu'on devient champion du monde? Je te dirais que c'est un peu comme comment tu fais pour avoir le rôle dans Rambo. C'est quoi l'histoire de Sylvester Stallone pour qu'il soit devenu Rambo? Parce qu'on a voulu le donner à Robert Redford, on a voulu le donner à d'autres acteurs, puis Stallone, il a tenu à ce que ça soit lui. C'était son histoire, puis il a tenu à jouer le rôle, puis il a refusé jusqu'à 300 000 parce qu'on voulait donner le rôle à d'autres acteurs. Puis il dit, je suis déjà... en quelque part, c'est comme devenir champion du monde, c'est comme obtenir un premier rôle dans un méga-film d'envergure qui serait comme Transformer ou un film de super-héros. Qui décide ça? Qui décide que PCO, Pierre-Carl Ouellet, devient le champion du monde de la Ring of Honor? En quelque part, c'est le public. Ça revient à nos concours au Québec des meilleurs chanteurs, de la voix, de... Oui. Donc, tu vas me dire non, parce que, bon, est-ce que c'est les vrais pourcentages? Est-ce qu'il y a un peu de jeu de coulisses? On ne le saura vraiment jamais. Tu sais, moi, en tout cas, je ne suis pas dans ces secrets-là. Mais le public a une grande part de ce qui t'arrive en ce moment. Ouais. Donc, le public aime le personnage. Ouais. Et c'est ce qui fait en sorte que la Ring of Honor, dans le fond, reconnaît que tu es apprécié, que le public t'aime et qu'ultimement, on décide de te consacrer champion. Dès mes départs en décembre, le 16 décembre 2018, quand on m'a annoncé, on a fermé toutes les lumières puis on a annoncé que PCO était là, c'était à Philadelphie. Il y a eu une ovation monstre, puis ça l'a jamais arrêté. Puis, comme tu me demandais un peu comment que ça fonctionne, je te dis, il y a la Ring of Honor. Il y a eu 4-5 grandes vedettes de la Ring of Honor qui se sont en allées avec le propriétaire des Jaguars de Jacksonville, de NFL, puis ils ont parti une fédération qui s'appelle All Elite Wrestling. Ça a créé un trou à la Ring of Honor. Ça m'a donné une opportunité à moi de prendre la place de... Tu avais Cody Rhodes, les Young Bucks, Kenny Omega, qui étaient des gros noms de la Ring of Honor, mais ils ont parti leur compagnie. Donc, ça a fait comme un genre de... Ça a donné une chance. Mais moi, en même temps, j'ai eu un offre de All Elite en même temps que la Ring of Honor, en même temps... Il y avait d'autres fédérations plus petites en bas aussi. Et cette fameuse soirée-là, où tu as ramené évidemment la méga ceinture qui est sur la table, parle-nous un peu de l'ambiance qui régnait. C'était comment cette soirée-là? Écoute, ça a été très, très... ça a été comme gagner la Coupe. J'ai pas gagné la Coupe cette année. J'ai pas gagné une médaille d'or aux Jeux olympiques, mais j'ai gagné des tournois de hockey. Tu sais, je sais c'est quoi gagner une médaille dans quelque chose, tu sais. Mais quand tu veux un championnat mondial ou une médaille d'or olympique, c'était le même travail. Pour moi, des fois, je me disais, voyons, je suis au sommet de la popularité. Côté match, quand
mettons, je vais utiliser le mot buzz sur l'Internet, sur Twitter, sur Facebook, où les fans parlent de PCO, He's Not Human, l'entrée incroyable que j'ai faite avec Michel Roy, Di Destro, mon entraîneur, au Madison Square Garden. Là aussi, ça a été une entrée, la chaise électrique, l'électricité, le monde qui ont crié PCO is not human pendant au moins 5 à 7 minutes. Ça a été des moments qui ont créé l'aura puis le personnage plus grand que nature. C'est ça, on crée un personnage. Là. Ben, c'est le public en même temps. Ouais. C'est un mélange de ce que nous autres, on met comme création. La lutte, c'est principalement du divertissement. Absolument, absolument, mais très sportif. C'est sportif. Puis en quelque part, c'est sérieux aussi. Je veux dire, c'est une entreprise, c'est une business. Là. Oui, puis... C'est une grosse affaire. Là. On peut badiner un peu sur la lutte en tant que telle. Ouais, c'est bien la lutte, bon, c'est arrangé, puis bon, c'est d'un autre temps, mais ça attire des foules. C'est incroyable. C'est une grosse entreprise. Oui, bien, c'est la même chose que si tu prends exemple Martin et Matt, tu vas la regarder au départ, puis tu vas dire, bon, bien, il y a de l'air d'un gars qui passe son temps avec un crayon à écrire des textes. Mais quand tu regardes l'entreprise que Martin Matt est devenu aujourd'hui, bien, multiplie ça avec les stations de télévision, avec l'argent qui est investi, les salaires qu'ils ont fait. On fait des salaires pareils qui sont l'équivalent des joueurs de hockey professionnel, de n'importe quel autre sport professionnel. On est là. Tu sais, tu as le gars dans la East Coast League qui mange ses croûtes, puis tu vas voir une partie de la Ligue nationale de hockey. La East Coast, tu disais, le talent, oui, il y a une différence, mais pas tant que ça. Moi, je suis allé voir des games de la Ligue américaine, de la East Coast, puis entre chaque niveau, je peux-tu justifier plusieurs 100 000 qui différencient le 15 000 ou le 20 000 par année du gars de la East Coast? Tu sais, mais en même temps, ce qui est particulier là-dedans, c'est que, tu sais, quand tu te promènes ici sur la rue Richelieu, là... Bon, t'es Pierre-Carl Ouellette, que les gens connaissent, le gars qui a gagné un championnat du monde de lutte, mais je trouve qu'on ne mesure pas l'ampleur de ce que c'est, parce qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui vont voir ces matchs-là. Je veux dire, c'est hyper populaire, là. Mettons, une journée, tu viens juste arriver à 10 h le matin, puis tu regardes tout le monde qui travaille à monter juste le setup pour un show de lutte. Tout ce qui est écran géant, les chaises, le ring, la manière que les lumières vont être placées au plafond, la manière que les 2 caméras à angle plus élevé vont être placées, le caméraman qui va vraiment venir me voir avant mon match puis me demander où est-ce que certaines des moments vont se passer pour être à la bonne place, pour avoir la bonne angle. C'est vraiment réglé au quart de tour. Qu'est-ce qui fait que le public aime ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore un public pour la lutte? Je te dirais c'est la même chose qui anime les lignes ouvertes de hockey. C'est le même principe, dans le fond. J'écoute les gens, mettons, dire « Ah, mais là, Claude Julien, il faut le changer. » Ou « Ben non, Bergevin, c'est fini son temps. Molson, c'est pas bon. Tel joueur. » Mais les gens jouent à ça, les amateurs de lutte. Eux autres, ils se mettent dans la chaise du gérant. Je suis le booker, mettons, puis moi, non. Moi, PCO, je ne le vois pas là. Moi, je vois tel gars pour telle raison. Lui, il est jeune, il va me donner plusieurs années à accompagner. Puis tu as l'autre équipe qui dit la Coupe Stanley, nous autres, on l'a vu cette année. Si Kovalchuk fait un job, on le prend cette année s'il nous amène en série. De quelle façon as-tu développé ton personnage? Écoute, ça s'est fait avec Michel Roy, avec Destro. Moi, quand j'ai vu tout de suite ma popularité monter, parce qu'avant de signer des contrats avec des compagnies comme Ring of Honor ou WWE ou All Elite Wrestling, qui sont des contrats vraiment professionnels, tu fais ce qu'on appelle le circuit indépendant. C'est que partout dans les États des États-Unis, il y a des petits shows qui se donnent. Il y en a ici à Saint-Jean, la Fédération montérégienne de lutte, ils remplissent l'église à Iberville à 800 personnes, 500 personnes, je ne sais pas. Les pompiers ont sorti du monde la dernière fois, ça va tellement bien.
Puis je te dirais que la lutte, en général, est en cote de popularité. En santé, ouais. En santé. Puis là, à un moment donné, je m'entraîne. Moi, ça va bien dans l'Indie. J'en fais aux États-Unis, j'en fais au Canada, j'en fais au Québec. Puis je le sens qu'il y a une énergie qui est bonne. C'est quoi l'importance de Michel Roy? Bien, c'est lui que je veux vraiment avoir un bon conditionnement. Je veux être capable de faire des matchs de 20 minutes. Je ne veux pas tomber fatigué. Je ne veux pas avoir de l'air fatigué. Je veux vraiment être au maximum. Tu sais, c'est pas juste le côté musculation, mais c'est le conditionnement. Tu sais, c'est très demandant parce que c'est un conditionnement qui est spécial, qui a juste rapport à la lutte. Tu peux jouer au hockey. J'ai joué au hockey, j'ai fait du soccer, j'ai fait du... Mais la lutte a son conditionnement particulier à elle. Bon, tu disais tantôt que ce rêve-là, il date de quoi? L'âge de 14 ans. Du temps où tu avais 14 ans. Oui. Tu en as 51 aujourd'hui. Oui. Entre 14 et 51, il s'est passé quoi? Il y a des hauts et des bas. Je te dirais que j'ai eu... À 14, j'ai pensé à ça. J'ai commencé à en faire au secondaire 5 dans des cours d'éducation physique pour des pièces de théâtre en français, mettons. On faisait la lutte, les commentateurs, le combat, l'après-show. J'ai eu des 95-98 %. La partie cascade, les professeurs puis les directeurs étaient ces escaliers puis ils n'étaient pas certains. Mais ça a resté là. Après ça, j'ai dit à mon père, je veux faire de la lutte. Je veux une école de lutte. Bon, il connaissait quelqu'un qui en avait déjà fait au Loisir Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Il me l'a présenté. Il m'a amené voir un gala de lutte un dimanche après-midi. J'ai rencontré M. Pat Girard, qui s'occupait des jeunes. Puis lui, il faisait ça surtout à Montréal pour aider la jeunesse à sortir de la rue un peu puis à avoir de quoi à faire. Mais moi, c'était vraiment déjà ancré dans ma tête que c'était... Et toi, c'est quoi? Ça fait une trentaine d'années que tu fais de la lutte? Oui, ça fait 32 ans, je pense qu'on a calculé. Plein? Bien, pas toujours, parce qu'il y a eu tellement des coups durs. Vraiment, les années 16 ans, 17 ans, tu sais, j'étais comme étudiant en même temps. 16 ans, 17 ans, mais 18 ans, je suis parti à Calgary avec mon baluchon, parce que je ne parlais pas anglais. J'appelais les promoteurs. Tu sais, dans ce temps-là, tu avais beaucoup de fédérations, Calgary, Portland, Oregon, Porto Rico. Avant que Vince vraiment devienne mondial puis prenne les meilleurs partout, là, il y avait moyen de gagner sa vie partout un peu. Et j'envoyais des CV avec des photos de Montréal. Rien qui bougeait, j'avais pas de contact. J'ai pris l'avion, mon père m'a passé de l'argent, j'étais allé à Calgary. J'étais allé voir M. Hart, le père à Brett Stewart. J'ai demandé si je pouvais lutter, puis il m'a dit non. Puis on m'a dit, ben reste, peut-être qu'un moment donné, il va y avoir un blessé ou quelque chose. Puis... Donc, il y a eu des moments plus difficiles. Ah, c'était vraiment atroce. C'était 3 mois que je me suis promené d'Edmonton à Calgary en espérant d'avoir une chance, que j'ai pas eu de chance. Je suis revenu bredouille. Après ça, j'ai décidé de me rasseyer avec les Maritimes. Ça a pris 1 an de temps de me remettre de ça, mais j'ai fait des galas au Québec. Après, les Maritimes, ça a marché. J'ai envoyé des photos. On m'a confondu avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas trop. J'ai eu une chance. Je travaillais tous les jours, 7 jours par semaine. Mais mon anglais était tellement mauvais que j'ai scrappé plusieurs combats. On me lançait des calls en anglais. Mettons, baseball slide, savate en dropkick. Des fois, ça se calait sur le fly. Dans ce temps-là, c'était vraiment, tu pouvais lancer une séquence en la disant à l'autre. Puis là, j'arrivais, puis je savais pas quoi faire. Je faisais une prise d'ours. Puis là, j'étais contre le gars qui bouquait, justement. Il luttait, puis il bouquait en plus. Il était plus capable de moi. Capable. C'est très drôle. Non, ils m'ont renvoyé à la maison. Je suis revenu chez nous, là, je me souviens, ma mère, ma famille, une banderole, Welcome Home Champ. Mais je m'avais fait congédier. Mais tu as continué toujours à faire de la lutte dans la vingtaine, toujours la trentaine, la quarantaine, tout le temps. Bien, j'ai eu des percées. J'ai eu une grosse percée. Finalement, j'étais allé à Toronto, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, puis j'ai eu une percée de 3 à 4 ans en Europe. Bien, 90, 91, 92, Angleterre, Allemagne, qui m'a amené jusqu'à Porto Rico en 93. Et là, j'ai rencontré Jacques Rougeau, qui avait pris une année sabbatique, lui, pour son 2e garçon, qui venait de naître, Jean-Jacques. Jean-Jacques, c'était le premier, mais Cédric, le 2e. Et
Jean-Jacques avait 5 ans, en 93. Puis on s'est rencontrés. Puis là, il regardait mes combats puis tout ça. Puis il disait « Ouais, t'as du talent. » Puis Raymond venait d'abandonner. Fait que là, l'union s'est faite un peu avec Jacques Rougeau. Là. Les Québécois sont nés. Ça a été l'entrée de la WWE. Là, Et vous avez gagné en équipe aussi. Ouais, 3 fois champion du monde par équipe, qui est quand même comparé à champion du monde, qui est un milieu de carte, si tu veux. Tu sais, c'est une bonne aide sur une carte des champions par équipe. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, dans les dernières années pour qu'on en arrive là aujourd'hui? Là? Bien, c'est pas dur. Ça a été le championnat par équipe. Pour moi, ça a été la WWE, c'était les réseaux, c'était la télévision, c'était d'être reconnu, c'était d'être... Et là, on est dans les années 90. Oui, 90 jusqu'à 99. Mais après, dans les années 2000-2010? Oui, bien en 2000, dans le fond, moi, de toute façon, mon ego s'était vraiment gonflé. Oui. Là, je voulais devenir champion du monde par équipe, du monde tout seul, mais c'était pour me faire reconnaître plus, c'était pour que... C'était pas pour les bonnes raisons. J'ai de la belle compagnie alentour de moi. C'était pas pour les bonnes raisons. C'est ça. Toutes les mauvaises raisons, les raisons un peu. Puis c'est pas pour parler en négativement de Mike Tyson, mais comme exemple, à 21 ans, qu'il est tombé champion du monde avec l'argent, la gloire, puis tout ce qui est arrivé, ça a été une chute pour lui que... En tout cas, ça en était une pour moi aussi. Je pense que ça en était une pour Michael Jackson. Je prends des gros noms, là, Whitney Houston, mais à une plus petite échelle, si tu veux, mais ça a été quand même les trappes gigantesques de la popularité du... Donc là, tu l'apprécies plus aujourd'hui, j'imagine. Ben oui, parce que pour être capable de revenir à mon âge, puis d'être capable de le faire pas pour gonfler mon ego, mais pour un dépassement personnel cette fois-ci. Il a fallu que je trouve vraiment en moi la force d'affronter cette responsabilité-là, parce que tu représentes la compagnie. Les fans s'attendent que tu vas toujours donner la plus grosse performance de la soirée, que tu vas donner... Il y a une pression. Ben oui, la pression vient avec. C'est beau d'avoir le salaire, mais il faut que tu livres la marchandise. Je la ressens, cette pression-là. Puis plus jeune, des fois, en même temps que tu fais ça, tu t'auto-sabotes par peur un peu. C'est que tu fais le mauvais choix, mais en même temps, ça t'arrange un peu de faire des gaffes parce que tu as moins de pression. Puis là, à un moment donné, tu en fais moins, tu es moins en bonne place, tu fais pas autant d'entraînement, tu n'es pas justement dans ton élément. Puis c'est comme tout un élément qui devient super négatif. Tu t'en veux aux autres, tu rends les autres responsables de ton malheur. Qui est l'humain derrière le lutteur? Oui, c'est ça, là. C'est ça qui... C'est qui? C'était là, c'était de trouver ça. Ça a été de trouver les vraies valeurs de la vie, puis les vrais... qu'est-ce vraiment que ça prend pour être un vrai champion? Pour pas devenir ce que tu souhaites, mais pour devenir ce que tu es. Puis il a fallu que je trouve ce côté-là de l'humilité, de rendre service le plus possible, de ne pas juste penser que c'est important quand je suis entre 4 câbles. Quand j'étais avec ma fille, c'est important. Quand j'étais avec ma mère, c'est important. Quand il faut que je pelte mes escaliers, là, ça aussi, c'est important. C'est pas juste la lutte qui compte, puis le reste compte pas. Puis quand j'ai mis de l'importance dans tous les domaines de ma vie, bien, essayez, là. Là, tu peux avoir combien de combats dans une année? À peu près 75, moi, environ. Quand même. Puis là, tu vas continuer comme ça encore un bout? Ouais, parce que tu veux la garder, la ceinture. C'est pas de la garder, moi. Dans le fond, le but, qui a toujours été le même, c'est de recréer dans un air nouvelle la Hulkamania. C'est de rendre les foules hystériques, c'est de remplir les buildings à pleine capacité, puis c'est d'avoir une euphorie que quand il y a une entrée qui se passe, quand j'arrive avec mon gérant d'Estro, l'entrée est spectaculaire, le match spectaculaire, puis je veux une sortie spectaculaire. Dernière question. Comment tu trouves ça? Là, tu as un article dans la presse, tu es allé à Morissette à TVA Sport, tu te fais appeler par tout le monde en parle. Ici, localement, le show sérieux t'appelle pour une entrevue. Comment tu jongles avec ça? Ça va bien. J'ai une certaine pré-expérience, puis, tu sais, dans tout ça,
Ce qui est important pour moi, vraiment, c'est, oui, tout ça, mais encore plus ma fille, la mère de ma fille, ma famille, d'adoption, les rois, dans le fond. James, Steve, Annie, Mike. PCO puis à Carl Ouellette, merci beaucoup. Merci. Félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu vous informe qu'il existe un nouveau programme d'aide financière pour l'acquisition de produits hygiéniques réutilisables. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous pouvez bien sûr vous renseigner à l'adresse qui apparaît à l'écran. Parlant de la Ville, à chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil. Si vous manquez l'émission, elle se retrouve également sur notre site Internet à tvhr9.com. Et pour me joindre, commentaires ou questions, suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.